On me demande tout le temps, ce ne sont que des paroles, pourquoi personne n'est arrêté? Le fait est que dans les dictatures, il est facile d'emprisonner quelqu'un. Il n'est pas difficile non plus d'exécuter, d'expulser ou d'arrêter toute une famille. Mais pour une raison quelconque, nous ne voulons pas qu'il soit facile d'arrêter quelqu'un. Et sans jugement, ou alors très rapidement, punir, et de la manière dont le chef le souhaite. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Les États-Unis sont ce qu'on appelle une république démocratique. Et cela signifie que tout ce qui est écrit dans la loi, de A à Z, doit être respecté. Et punir, abattre, détruire, ce qui était très difficile a été fait exprès. Parce que maintenant, nous sommes en blanc et les autres dans la merde, mais demain, ce sera nous qui serons dans la merde. C'est pourquoi tu fais tout légalement. Tu fais tout ce qui est écrit dans la loi et sans te presser. En 2017, un employé du Congrès, ancien agent de renseignement, s'est adressé au FBI en déclarant qu'Adam Schiff, alors membre du Congrès du Parti démocrate de Californie, divulguait des informations secrètes à la presse uniquement dans le but de nuire au président des États-Unis, Trump. C'est ce qu'a raconté le célèbre John Solomon dans l'émission de Hannity sur Fox. Je vous ai déjà parlé de John. C'est l'un de nos principaux journalistes d'investigation. Écoute, cet informateur était littéralement présent à la réunion, dit-il. Il informe le FBI qu'Adam Schiff a autorisé la fuite d'informations secrètes pour discréditer Donald Trump et tenter de créer soit une commission spéciale au Congrès, soit un procureur spécial. Ce lanceur d'alerte, officier de renseignement de carrière, a travaillé 12 ans dans l'équipe démocrate du comité du renseignement de la Chambre des représentants. En s'adressant au président, il a accordé 4 interviews et donné au FBI des informations secrètes précises, car le ministère de la Justice avait choisi de ne pas intervenir. Combien de fois, au cours de la dernière décennie, avons-nous entendu « Nous allons enquêter sur cette fuite d'informations secrètes » et quelques mois plus tard, nous n'avons pas réussi à résoudre cette fuite d'informations secrètes? Dans le cas d'Adam Schiff, ils ont résolu certaines fuites d'informations secrètes, mais le ministère de la Justice a décidé de ne pas agir. Alors ce soir, le procureur général, d'anciens procureurs généraux comme Merrick Garland et Jeff Sessions, Rod Rosenstein, qui ont agi dans l'affaire contre la Russie, ont reçu des réponses à des questions sérieuses. Savent-ils pour cette affaire concernant Adam Schiff, pourquoi l'ont-ils laissé passer? Et est-ce qu'il se passera quelque chose dans le ministère de la Justice actuel? L'employé a rencontré le FBI à 4 reprises, a fourni des informations exhaustives, très spécifiques. C'était clairement un crime, sans aucune alternative possible. Mais aucun des procureurs généraux, ni républicains ni démocrates, n'a ouvert d'enquête. Sessions Barr, Merrick Garland, Loretta Lynch, tous ont étouffé l'affaire. Dans ce cas, un témoin présent dans la pièce avec Adam Schiff a pu transmettre l'information au FBI. La bonne nouvelle, c'est que Akash Patel a transmis ces documents au Congrès. D'ailleurs, c'est la première d'une série de grandes enquêtes sur les fuites que nous verrons dans les prochains jours. D'autres personnalités importantes, clairement identifiées par le FBI comme ayant divulgué des secrets, ont été dénoncées par leur personnel lors des interrogatoires. Encore une fois, il ne s'est rien passé. C'est un schéma habituel. Maintenant, la question est de savoir si cette dynamique va changer. Le ministère de la Justice sous Donald Trump. Mais il s'avère que des membres du Congrès, du ministère de la Justice et même des membres du comité central du Parti démocrate se sont adressés à plusieurs reprises au FBI et ont présenté des faits concernant des crimes similaires commis par plusieurs hauts responsables démocrates. Que se passait-il, la suite? Certains entendaient « Tais-toi, on va régler ça, pars ». D'autres étaient indiscrètement poussés vers la sortie. Semkin, Egorova la correctrice, CETA. Richard a été tué d'une balle dans le dos, soupçonné d'avoir transmis des infos sur Hillary Clinton à Johnny Podesta, puis à Wikileaks. Quel crime atroce! À l'époque de la domination démocrate dans les médias et les communications à Washington, un groupe de jeunes est apparu, de jeunes journalistes, qui ont nommé leur initiative Projet Veritas, soit Projet Vérité. Si vous vous souvenez de la célèbre expression « in vino veritas » de l'écrivain romain Pline, je crois l'Ancien, il me semble qu'ils étaient 2. Cela signifie « la vérité est dans le vin ».
Les journalistes, déguisés et munis de caméras cachées, allaient revoir des fonctionnaires, des politiciens, des chefs de parti, des syndicalistes, des proxénètes, des bandits, des prostituées. Et parce qu'ils se comportaient d'une certaine manière et qu'ils étaient par se perçus comme faisant partie du groupe, on les considérait comme des leurs et souvent on leur révélait des secrets que personne n'était censé connaître. Abordons leur exécution qui a pris plusieurs mois. L'enquête menée par l'ex-procureur général des États-Unis, Bill Barr. Salut! Je m'appelle Patricia Lelis, je suis journaliste et je travaille depuis longtemps dans le domaine de la politique. En 2018, je me suis mariée avec un Américain et c'est ainsi que j'ai déménagé aux États-Unis et commencé à travailler comme journaliste aux États-Unis. J'ai commencé à travailler pour Armstrong Williams en 2021 et j'ai été embauchée comme journaliste pour ces chaînes de télévision. J'ai travaillé pour Armstrong et rencontré Armstrong Williams grâce à David Smith, propriétaire de Sinclair Broadcast Group. Il travaille dans la politique, il prétend être journaliste, il possède plusieurs chaînes de télévision, il est aussi lobbyiste. Et il est très difficile de dire qui est Armstrong Williams parce qu'à ce jour, je n'ai pas de réponse à cette question pour vous. Après quelques mois, Armstrong l'a transféré à un travail plus, comme il l'a dit, responsable. Armstrong. Riches étrangers cherchant un visa ou droit de résidence aux États-Unis. Armstrong était un lobbyiste dont les clients étaient des commanditaires locaux et étrangers. Le premier contact que j'ai eu avec le travail de lobbying d'Armstrong, c'était à travers le lobbying pour un visa sur lequel il travaillait. Pour les parents de Julian, Peter et Viviane Julian sont milliardaires et il n'est pas américain. Actuellement, il vit aux États-Unis parce qu'il a un visa qu'il a également obtenu grâce à Armstrong. À ce moment-là, je ne travaillais pas pour Armstrong. Armstrong Williams m'a offert 700 000 $ juste pour le visa de Julian. C'est une somme extraordinaire, mesdames et messieurs. D'habitude, le coût est de 12 000 à 20 000 $, de 12 000 à 20 000 $. Oui, nous en avons vraiment discuté. Il m'a proposé 700 000 $ juste pour travailler sur l'affaire de Julian Vizen et j'ai des contrats pour cela. Donc, je me souviens que j'avais un projet qui voulait que je prenne pour environ 1,5 million ou quelque chose comme 1 130 000. J'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça, car tu sais comment je vais l'expliquer. Il répète souvent « Non, c'est parce que tu n'es pas d'ici, tu ne comprends pas le système ni le business. » Et voilà combien ça coûte d'avoir un visa pour vivre aux États-Unis. Et voilà ce qu'il m'a proposé, et finalement, il ne voulait pas signer de contrat. Mais j'ai dit « Écoute, je commencerai à travailler là-dessus seulement si j'ai un contrat. » Et alors, après de longues discussions, il a finalement accepté de signer le contrat. Jusqu'ici, ça ressemble à un conte de fées. Tous les paiements ont été effectués par Julien directement sur mon compte bancaire, comme nous l'avions indiqué dans le contrat. Donc, mon rôle était de me concentrer sur le plan d'affaires et de tout rassembler pour qu'Armstrong et ses amis puissent l'envoyer au gouvernement. J'ai rencontré Clyde Vanell par l'intermédiaire d'Armstrong. Il se présentait toujours comme l'avocat d'Armstrong. Il représente également House Talk Holdings, que nous appelons la société House Talk Holdings, et Clyde est toujours impliqué dans tout. Il est toujours au courant de tout. Je pense qu'actuellement, Clyde a été élu à New York. Dans tout ce que je faisais, j'étais sous la surveillance de Clyde Vanell la plupart du temps. C'est un peu la personne qui me dit ce que je dois faire et comment je dois le faire, ou par exemple avec qui je dois entrer en contact. Donc il est toujours là, il est toujours impliqué dans tout, absolument tout. Le partenaire d'Armstrong était Bill Barr. Bill, c'est justement celui qui garantissait à ses clients ultra riches que l'affaire qu'il prenait en charge serait menée à bien à leur entière satisfaction. L'entreprise. Donc, en fait, ils craignent une fausse entreprise que j'ai aidé à créer avec eux
et ils n'ont jamais lancé cette entreprise. Ces entreprises n'ont aucune activité réelle et c'est illégal. Je n'ai compris qu'après de nombreuses situations que chaque personne ment au gouvernement pour les visas. Ils vendent des entreprises comme si c'était pour le public. Du genre, oh, je vais créer cette grande entreprise. Et on parle de tous ces riches et milliardaires ensemble. En examinant les dossiers, on constate qu'après avoir obtenu leur carte verte ou visa, ces personnes ne travaillent jamais dans l'entreprise qu'elles étaient censées ouvrir. Cette entreprise est complètement fausse, elle n'existe pas. On créait une entreprise fictive, un business plan était rédigé pour elle et un financement était déposé à la banque. Le gouvernement américain expliquait que nous allions créer des emplois, embaucher des Américains, produire des biens nécessaires en Amérique. Bill Barr prenait ces documents, obtenait les autorisations nécessaires, puis on oubliait l'entreprise créée pour toujours. Et l'argent qui était à la banque, on le reversait, naturellement. Et c'est alors que j'ai commencé à comprendre que chaque visa sur lequel nous travaillions au bureau était probablement frauduleux. Bill Barr sait que les entreprises qu'il lançait pour les visas n'étaient pas de vraies entreprises. Parce qu'après que les parents de Julien ont obtenu leur visa, je l'ai vu et j'ai dit, tu sais, il faut qu'on commence à travailler dans cette entreprise et qu'on fasse tout. Et lui, il a dit, oh, ne t'en fais pas pour ça, tout ira bien. Armstrong et Bill Barr connaissaient quelqu'un au gouvernement, je crois que c'était Jonathan Cohens. D'après ce que j'ai compris, tous ceux qui travaillent pour Armstrong et Bill Barr, tout le monde savait, tout le monde sait que l'entreprise était en quelque sorte fictive. Mais une chose qu'ils prennent en compte, c'est que après que vous ayez obtenu l'approbation, après que vous ayez obtenu Le visa, le gouvernement. ne vérifie pas si vous travaillez réellement dans votre entreprise, vous comprenez, si vous avez lancé l'entreprise. Ils ne vérifient pas. C'est pourquoi ils comptent toujours là-dessus. Il est beaucoup plus facile de tromper le système d'immigration et le gouvernement que les gens ne le pensent. Et j'en ai la preuve parce que c'est exactement ce que font Armstrong et Bill Barr le fait. Ce n'est pas simplement un petit délit, c'est une fraude répétée et en plus de plusieurs millions contre le service fédéral des États-Unis. C'est puni, et c'est puni sévèrement. Bill Barr et Williams ont pris peur. Ils pensaient avoir acheté la fille, surtout qu'elle n'était pas américaine. Selon eux, elle devait aisément mentir, tromper et se vendre pour de l'argent. Ensuite, ils écrivaient au KDR, ils essayaient de lui dire « Tu es latino, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu es latino, latino. » Une habitante d'Amérique latine, probablement du Mexique, avait de la morale et une conscience et s'est rendue au FBI. De quoi Bartauge a-t-il été informé? Et tout a commencé. Très Facile à comprendre. Pourquoi on me poursuit alors que personne d'autre n'est accusé ni poursuivi? Très facile. J'ai contacté le FBI pour signaler Billy Barr et Armstrong Williams. J'ai des enregistrements de chaque rencontre. Une rencontre peut concerner un visa pour quelqu'un, une autre le 6 janvier ou l'affaire de Rick. J'ai une citation disant que, Barr pense que le FBI va bientôt perquisitionner la maison de Trump. Et une chose que j'ai souvent entendue, c'est comment il compte empêcher Trump de revenir en Amérique. Une chose que j'ai comprise très rapidement et dès le début, c'est que Bill Barr est quelqu'un d'extrêmement important. Et je me souviens que, la plus grande discussion qu'ils avaient à ce moment-là, c'était du genre « Quelle accusation pouvons-nous porter ?» Voilà. Un bon procureur général, dans toutes les administrations américaines, dont j'essaie de me souvenir maintenant, était probablement le conseiller et l'ami le plus proche du président. Rappelons-nous que Kennedy, par exemple, a nommé son jeune frère à ce poste. Et ce défenseur a inventé comment calomnier Trump pour qu'il ne puisse plus jamais devenir président. C'est ce qu'on appelle une couverture pour des opérations clandestines. Bill Barr offrait une couverture aux escrocs et aux voleurs. Eh bien, c'est comme on disait que Hunter Biden offrait une couverture aux prostituées russes. Et pour cela, il a reçu de Baturina, au moins une fois, exactement 3 millions de dollars. C'est pourquoi, dès que Patricia, c'est le nom de cette fille, Patricia s'est adressée au FBI, cela a été rapporté à Barr.
On lui a demandé de remettre tous les documents, les témoignages, les enregistrements, tout ce qu'elle avait. Mais elle avait déjà compris que c'était sa seule protection. Elle a été bombardée de demandes, on a essayé de la convaincre, on l'a mise sous pression, on l'a effrayée, on lui a même annoncé que sa carte verte serait annulée. Et Ensuite, lors de ces réunions, j'ai commencé à prendre des notes et à essayer de tout conserver pour prouver ce qui se passait. Une chose que j'ai très bien comprise, c'est que Bill Barr, Armstrong et tous les politiciens sont aussi très concentrés sur la façon dont ils vont arrêter Trump. Et une chose que j'entendais souvent, c'était comment ils allaient empêcher Trump de revenir en Amérique. c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avec les procès de Trump entre son premier et son second mandat était planifié comme une seule opération sur différents fronts, avec différentes accusations, avec différents procureurs. Et tout cela a été inventé. Mais il y en a tellement que, de leur point de vue, soit Trump devait craquer, soit le peuple finirait par croire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord ? Lors de cette réunion, nous avons également parlé de la rencontre que nous avions eue avec Facebook et de la personne chez Facebook qui nous aidait et nous donnait des instructions pour créer du contenu. Contre Trump et contre le 6 janvier, il s'appelait Daniel. Sur les réseaux sociaux, tout un programme de désinformation, d'insinuation, de tromperie et de falsification était préparé concernant Trump lui-même et les manifestations soi-disant violentes du 6 janvier 2020 à Washington. D'ailleurs que j'avais là-bas quelques connaissances et leurs récits étaient radicalement différents de ce que nous racontait la télévision, de ce qu'on écrivait dans les journaux et de ce qui était discuté sur les réseaux sociaux. C'était en quelque sorte l'une des premières réunions concernant le plan qu'ils avaient élaboré pour poursuivre tous ceux qui travaillent avec ou soutiennent Donald Trump. Et c'était le 13 septembre 2021. En 2021, les démocrates et les pseudo-républicains ont-ils commencé à préparer activement des procès contre tous ceux qui pourraient aider Donald Trump à revenir à la Maison-Blanche ? Ils s'en fichaient que ce soit vrai ou non, légal ou non, bon pour le pays ou non. Ils protégeaient leur annonçant leur gamelle de nourriture grasse et chaude. C'est tout ce qui les intéressait. Tiens. À cette réunion, il y avait moi, Armstrong Shermichael et Bill Barr au téléphone. Ils parlaient du comité du 6 janvier. Ils ont autorisé le comité à enquêter sur les événements du 6 janvier. Nous avons commencé avec quelques noms. Ils ont également donné beaucoup de noms ici. Et voici une citation que j'ai. C'était quelque chose comme ça. Barr et Cheney se sont autrefois concentrés sur Roger Stone, Rod Sutario et Benani, ainsi que sur Kimberly Guilford, qui est proche de Trump. Nommé Nancy Pelosi, le comité chargé d'enquêter sur les prétendus crimes du 6 janvier, et les conspirateurs du bureau de Williams, ainsi que Bill Barr, préparaient des pièges. Eh bien, des pièges juridiques pour l'entourage de Trump. C'est-à-dire même pas des politiciens, juste des amis. Simplement son cercle proche, ses amis et connaissances. Armstrong Williams persuadait les gens de venir là où ils connaissaient leur vie. Un piège attend la colline du Capitole. Le 6 janvier, il a une émission de radio et des podcasts. Il faisait semblant d'être pour Trump. Mais en même temps, ces gens sont là-bas parce que des gens comme Armstrong leur disaient d'être là, leur disaient non, tout va bien si vous êtes ici. Lorsque des événements surviennent là-bas, Armstrong dit non, nous pouvons entrer, allez-y, faites-le. Alors, quel genre de personne fait ça aux gens ? Je peux répondre, chère Patricia, à cette question. Qui sont ces gens qui agissent ainsi ? La réponse est simple. 2 mots, des salauds et des ordures. Ce sont des salauds et des ordures qui agissent ainsi. Je dis depuis longtemps que ceux qui s'opposent à Donald Trump aujourd'hui sont soit des idiots zombifiés, soit des ordures salauds. Et en plus de cela, seulement des personnes psychologiquement pas tout à fait saines. Quand ils ne peuvent pas contrôler leurs actions, leurs émotions dépassent tout contrôle qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes, comme on dit, sur eux-mêmes. Et que fait-on avec le contrôle ? Faire établir, instaurer un contrôle sur soi-même. Je ne sais pas, on ne dit probablement pas ça comme ça.
En commençant à essayer de démêler l'enchevêtrement des intrigues, Patricia a expliqué que les conspirateurs utilisaient des téléphones non enregistrés, sans propriétaire, sans nom, qui étaient de temps en temps détruits et remplacés par d'autres. Des politiciens, conspirateurs, procureurs et donateurs. Ils avaient un réseau de communication impossible à surveiller. Et là, elle a reçu un message sur son téléphone. « Je sais ce que tu fais et c'est mauvais pour toi. Ça va mal finir, ensuite je mettrai fin à ta vie. Quiconque se mettra en travers de mon chemin sera détruit. Et ensuite nous savons que tu parles avec le parquet général et d'où ça vient-il tout cela, comme moi, directement du FBR et du parquet général. C'est très simple. J'ai contacté le bureau fédéral d'enquête pour signaler Billy Barr et Armstrong Williams, 2 amis influents. Quelqu'un lui a payé pour installer une télévision. Et c'est tellement facile de blanchir de l'argent comme ça. J'ai souvent parlé avec Bill Barr, Finivis, le Qatar, Turkish Airlines et l'ambassadeur de Turquie. Par exemple, j'envoie par la poste des choses pour Finivis car j'ai son adresse et un excellent numéro de téléphone. C'est comme s'il me disait qu'un chauffeur du Qatar allait apporter quelque chose et m'a demandé de ne pas l'ouvrir. Quand j'ai commencé à réaliser ce qui se passait, j'ai pensé qu'il fallait que j'aie des preuves de tout ce que je disais. Un jour, je suis allée au bureau et j'ai pris les téléphones que nous utilisons pour appeler certains politiciens et d'autres personnes. Quand il a compris que j'avais pris tous ses téléphones et toutes mes notes, parce qu'il voulait aussi mes notes et tout le reste, il a commencé à m'envoyer des messages. Des menaces de mort, Patricia. Dit que les menaces de mort lui ont été envoyées par Armstrong Williams. Il semble qu'il n'était pas le seul. Et il semble qu'après l'assassinat de Seth Rich, dans des circonstances similaires, ainsi que la mort de plus de 80 personnes du cercle de Clinton, il faut prendre au sérieux les menaces des politiciens du marécage de Washington. Très vite, je découvre que c'est en quelque sorte simplement une question de corruption et de pouvoir. Et j'ai déjà vu beaucoup de corruption, beaucoup de lutte de pouvoir dans les pays d'Amérique latine. Mais ça n'a jamais ressemblé à ce que j'ai vu dans le bureau d'Armstrong. Ils n'ont pas d'avocat pour les gens qui travaillent avec eux. Ils n'ont pas d'avocat pour leur propre pays. Par exemple, lors des réunions, on discutait de la façon de transférer de l'argent, aussi bien avec la Turquie qu'avec le Qatar, aux hommes politiques américains. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas pour la beauté de leurs yeux. Nous. Depuis que je travaille pour Armstrong, nous utilisons un téléphone jetable. C'est courant au bureau. Tout le monde s'en sert pour appeler des politiciens ou d'autres personnes. Quand j'ai commencé à réaliser ce qui se passait, j'ai pensé qu'il me fallait des preuves de tout ce dont je parlais. Je dois être capable de prouver, par exemple, avec des notes. Je dois noter les noms, les numéros ALOL, les adresses, tout ce que je peux pour prouver ce dont je parle. Mais sur les téléphones jetables, on trouve, par exemple, les adresses et numéros des personnes avec qui nous avons parlé. Par exemple, celui-ci est un pour Fannie Willis, ce qui signifie que nous utilisons ces téléphones jetables uniquement pour parler avec elle. J'ai un téléphone jetable que nous utilisons pour appeler Barr ou un téléphone jetable que je pense nous utilisons pour appeler Nathan Wade. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec ces téléphones jetables. J'en ai un du Qatar, donc j'ai commencé à utiliser des téléphones jetables. En 2021, j'ai pris des téléphones jetables et je les ai gardés avec moi quand j'ai décidé de prévenir le FBI. Chérie. Des gens gentils, bons, rêveurs d'une belle vie pour les Américains. Bien sûr qu'ils rêvaient, incapables de faire du mal à une mouche ou de voler une feuille de figuier. Ils disent toujours la vérité et rien que la vérité, rien d'autre. Les voilà ceux qui nous accusent, vous et moi, de nous opposer à la démocratie, ce sont eux qui le disent. Barr a lancé une opération pour neutraliser Patricia. Je ne comprends pas comment elle a survécu, mais elle y est parvenue. Nous, contribuables, avons financé la surveillance de Patricia et le temps de travail des employés, analystes et agents. En ce moment, à Bombard, ils enquêtent. C'est justement ce Armstrong et Barr. Ils ont des problèmes d'estomac ces derniers temps.
Je pense qu'ils envisagent tous les deux de s'enfuir au Qatar ou en Turquie. La courageuse fille Patricia Oliveira Leves, merci à elle pour son courage et son honnêteté. Beaucoup se vendent pour encore moins d'argent. En 200 jours à la Maison-Blanche, Donald Trump a réussi à éteindre plusieurs foyers de violence sur la scène internationale. Donald Trump a lancé un nouveau grand processus de transformation de notre civilisation, passer de la résolution des problèmes par la force à la résolution des problèmes par la pression ou les incitations économiques. Écoutez Tammy Bruce, qui annonce un avenir prometteur dans l'administration et auprès des présidents. Cette réalisation fait suite à des accords de paix coordonnés entre le Cambodge et la Thaïlande, Israël et l'Iran, le Rwanda et la République démocratique du Congo, l'Inde et le Pakistan, l'Égypte et l'Éthiopie, ainsi que la Serbie et le Kosovo. En plus de la réalisation remarquable des accords d'Abraham. D'ailleurs, Je viens de recevoir un message indiquant que Tammy va devenir la nouvelle adjointe du représentant des États-Unis à l'Organisation des Nations Unies. Le représentant sera Mike Waltz, ancien assistant du président pour les affaires de sécurité nationale. Mais quelque chose me dit que Tammy est là pour assurer la relève et qu'elle deviendra ensuite la représentante des États-Unis. Et voici le briefing à la Maison-Blanche. Vendredi matin, le président Trump traversera tout le pays jusqu'à Anchorage, en Alaska, pour une rencontre bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine. Une guerre brutale entre la Russie et l'Ukraine a éclaté sous la direction incompétente de Joe Biden, mais le président Trump est déterminé à essayer de mettre fin à cette guerre et d'arrêter les tueries. Comme le président l'a répété à plusieurs reprises, sa forte préférence ira toujours à la paix et au partenariat. Quand ces résultats seront-ils obtenus? Actuellement, aucun dirigeant mondial n'est plus engagé à prévenir ou mettre fin aux guerres que le président Donald Trump. Regardez simplement ce qui s'est passé ici, à la Maison-Blanche, vendredi dernier, lorsque le président Trump a reçu le président de l'Azerbaïdjan et le premier ministre de l'Arménie. Et il a réussi à faire en sorte que les deux dirigeants signent une déclaration conjointe historique sur la paix, mettant fin à un conflit de longue date qui a déstabilisé la région et coûté d'innombrables vies. Dans d'autres actualités, nous continuons d'observer des rapports économiques positifs dans tous les domaines. Le rapport d'aujourd'hui sur l'indice des prix à la consommation a montré que l'inflation a de nouveau dépassé les attentes du marché et qu'elle reste stable. Dans l'ensemble, l'inflation s'est élevée en moyenne à 1,9% en rythme annuel. Durant les 6 premiers mois de la présidence Trump, les prix des biens de consommation continuent de baisser. Les prix de l'énergie ont baissé en juillet, notamment l'essence, moins 10%, et le propane, moins 2,5% par rapport à l'an dernier. Les prix des œufs ont de nouveau baissé en juillet et ont diminué de 20% depuis que le président Donald Trump est entré en fonction. L'inflation du logement, principale composante de l'inflation globale, atteint son plus bas niveau depuis octobre 2021. La croissance des salaires des travailleurs américains dépasse à nouveau l'inflation. À mesure que l'inflation diminue, cette administration continue de s'engager pleinement à remettre plus d'argent dans les poches des Américains aux États-Unis. Il a augmenté de 13% par rapport à l'année dernière et continue de croître chaque mois depuis que le président Donald Trump est entré en fonction. L'optimisme des petites entreprises a aussi atteint son plus haut niveau en 5 mois, selon le rapport d'aujourd'hui. Faites confiance au président Donald Trump, telle est notre devise à la Maison-Blanche. L'agenda économique, l'Amérique d'abord, fonctionne. Maison? Blanche tente de limiter nos attentes. Du genre, n'attendez pas de conclusion, n'attendez pas d'accord ou de plan. C'est une rencontre du médiateur avec l'une des parties pour comprendre ce que la Russie veut et ce que la Russie propose. Il me semble que c'est des foutaises, excusez-moi, oui. Une communication vidéo a eu lieu, suivie de longues discussions et de clarifications via des médiateurs comme Dmitriev et Vitkov. Oui, il y a eu de tout, je pense que oui. Il y avait un problème qui empêchait tout d'aboutir. La Russie n'avait pas la volonté de mettre fin à la guerre parce qu'ils pensaient qu'il leur était avantageux de la prolonger. Donc il y a beaucoup d'avantages à continuer et peu d'inconvénients, voire aucun. Peu importe. 25 à 30 000 soldats supplémentaires mourront, venus de régions plus ou moins lointaines. Vladimir Vladimirovitch s'en fiche.
Mais là, il s'est passé quelque chose qui a poussé Vladimir Vladimirovitch à demander une rencontre avec Trump. Donc, on peut espérer qu'il y a un désir ou une raison de mettre fin à la guerre. Et c'est apparu. J'espère que c'est sérieux, sinon ce ne sera qu'une pression modérée, sans grande concession. Lors de telles réunions, on s'occupe généralement de finaliser les 10% restants de l'accord, des arrangements. On finalise certains points où on fait semblant d'être important, mais ce n'est pas le cas ici. Comme déjà mentionné, on finalise les derniers pourcentages. Soit il faut que Poutine et Trump discutent de quelque chose sans craindre que cela ne soit connu du monde entier, soit ils veulent que le traité comporte deux parties, une partie publique et une partie secrète, comme le souhaitent les Russes de Poutine. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois, à commencer par Hitler et d'autres occasions. Mais Carol Levitt a dit que c'était seulement pour écouter. C'est pourquoi il s'agit peut-être de quelque chose que Poutine veut dire ou entendre personnellement de Trump, en tête-à-tête, nez à nez. Peut-être une garantie que l'Amérique viendra à son secours quand il devra fuir la Russie, ou peut-être le contraire. Il a trouvé des informations compromettantes sur Trump et il est venu maintenant pour faire peur, et Trump a accepté d'écouter. Nous ne pouvons même pas deviner ce que cela signifie réellement. Une chose est claire, Zelensky n'a pas besoin d'être là-bas. Ce n'est absolument pas son affaire, il est là, mais il n'est pas prêt à se battre. Lors des négociations de printemps, il va apporter de l'émotion à la conversation, ce qu'il faut justement éviter lors de ces, et d'ailleurs de n'importe quelle. Autre négociation. Ce sont les émotions. C'est intéressant, quoi. L'Internet ukrainien est de nouveau plein de haine envers Trump. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça ? La seule personne qui veut arrêter leur guerre, ils le détestent pour ça. Mais la direction et l'élite de l'Ukraine sont prêtes à perdre la guerre, à tomber sous le joug, pour ainsi dire, de la Russie de Poutine, ou plutôt, je dirais même, non pas de la Russie, mais de la coopérative Ozera de Poutine. Faire souffrir tout le pays, juste pour que Trump n'y arrive pas, ce qu'il ne voulait pas faire dans ce cas, c'est arrêter la guerre. Voilà, pour que Trump n'arrive pas à arrêter la guerre, nous sommes prêts à tout sacrifier, à jeter tous nos enfants et à livrer toute la patrie, juste pour que Trump n'y arrive pas. Je lis attentivement leurs textes en russe et je traduis ceux en ukrainien. Google, bien sûr, traduit de façon maladroite, mais assez précisément. Voilà un phénomène étonnant. Et qu'en est-il de ce phénomène étonnant ? Si la moitié de l'Amérique n'était pas contre son pays, Trump n'aurait pas réussi. Donc, construire une société plus productive et plus sûre, je dirais que c'est un trait national des Ukrainiens. Mais il s'avère que le désir de se faire du mal juste pour que cette personne qu'on déteste, pas un groupe de gens, mais vraiment une personne, ait aussi des problèmes, existe bel et bien. C'est clairement une qualité universelle. Homo sapiens, messieurs. Vous trouverez ci-dessous un lien vers mon livre gratuit, la suite, ainsi qu'un lien pour le parrainage. C'est 4$ par mois ou plus, ce qui aidera beaucoup la chaîne. La totalité de vos dons, soit 100%, ont été, sont et seront consacrés à la maintenance technique de la chaîne. Et maintenant, un immense merci de m'avoir écouté. Vraiment, merci de m'avoir écouté. On m'écrit des choses très agréables et ça me fait vraiment plaisir, je vous le dis honnêtement. Mais il me semble que le plus important serait d'essayer de partager ces vidéos, de les envoyer, comme on dit sur Internet, oui, de les envoyer à des amis, des connaissances en général, de les mettre dans des groupes. Parce que plus il y aura de gens qui comprendront clairement ce qui se passe. Je partage mon point de vue sans l'imposer. Je vous relate les faits, puis j'expose mon avis. Et voilà, un grand nombre de personnes n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe. Tout simplement, que se passe-t-il ? Il m'arrive parfois d'être sur des chaînes là-bas, en Ukraine. Bon, je parle russe, mais disons des chaînes ukrainiennes, des chaînes russes, des chaînes russophones, dans d'autres pays, etc. La plupart du temps, je lis les commentaires. Il ment ou il invente. Je me contente d'énoncer les faits, c'est tout. Bon, d'accord, au revoir, j'ai déjà parlé longtemps, alors disons au revoir. À la prochaine rencontre.